Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que c'est quasiment inné dans notre archétype de l'humain, quoi. Parce que si on regarde l'histoire, une des premières histoires qui ait jamais été écrite, alors je parle d'une histoire, hein, pas des traces d'écriture, c'était l'épopée de Gilgamesh, donc écrite par l'Empire, les Sumériens. Donc là, ça remonte 3000 ans, un truc d'un genre, faudrait vérifier ça, mais en tout cas, c'est une histoire qui raconte la quête de l'immortalité de Gilgamesh. Et c'est intéressant. Ça nous montre bien que c'est vraiment quelque chose qui a été qui est désiré par l'être humain depuis qu'on est capable d'avoir de la pensée abstraite, depuis qu'on est en fait l'espèce humaine, Homo sapiens. Et un des attributs qu'on a donné aux dieux, aux différentes divinités qu'on a inventées tout au long de l'histoire, c'est d'ailleurs l'immortalité, quoi. On se dit, c'est un idéal à atteindre presque. Ouais, et puis moi je repensais en préparant le podcast, je repensais aussi à tous les mythes comme ça, notamment dans la fantasy avec les races qui vivent très longtemps, etc. Dans la fantasy, c'est ça, t'as les elfes, ils vivent 3-4 000 ans, plus même, je crois. Ouais. Ils s'en sortent bien, tu vois. Ils ont adapté leur organisation, au fait qu'ils vivent longtemps. Mm-hmm. Donc c'est pas une fatalité. Je pense qu'aujourd'hui, quand on réfléchit à ces sujets-là, on les prend avec le filtre de notre civilisation actuelle, ce qui est normal parce que c'est hyper difficile de se projeter sur autre chose. Mais donc on se projette sur le monde du travail, sur la retraite, qui va payer pour les retraites, et puis si je vis trop longtemps, je vais m'ennuyer. Toutes les jugements moraux qu'on porte sur les autres. Sur oui, mais les gens de toute façon s'ils font rien ils regardent la télé, donc ça sert à rien d'avoir une retraite plus longue si c'est pour regarder la télé. Et en fait tu t'aperçois que si tu modifies les paradigmes, en fait tu modifies aussi les comportements. Et par exemple il y a à la Renaissance italienne ou française, la raison pour laquelle il y a eu une telle explosion d'œuvres artistiques à la Renaissance, c'est parce que on était à un moment où il faisait plus chaud, enfin une période, enfin une ère où il faisait plus chaud, où il pleuvait pas, etc. Et c'est un peu la même chose à l'Empire romain d'ailleurs. Et donc du coup, c'était moins difficile de produire de la nourriture, donc il y avait besoin de moins de gens pour travailler dans les champs. Il y avait moins de guerres aussi parce qu'il y avait moins de famine. Et du coup, c'était une période relativement prospère, ce qui a permis à beaucoup plus de gens de faire des études artistiques, de développer, de devenir sculpteur, peintre, architecte, écrivain, philosophe. Et ce qui a permis, en fait, donc cette période, cette espèce d'âge d'or un peu de la culture. Et donc, si tu te projettes dans un monde où les contingences matérielles et financières sont pas celles d'aujourd'hui, tu peux te dire que les choses seront différentes et que l'appréciation de la vie sera pas la même et que l'appréciation des plaisirs sera différente et que les gens feront autre chose, quoi. Ouais. Mais le problème, c'est que tu restes toujours coincé sur une vision actuelle, ce qui explique par exemple que des utopies comme le revenu universel arrivent pas à devenir des réalités parce qu'elles se heurtent toujours à une vision du monde du travail, de la place du travail dans les sociétés et de l'argent, de ce qu'on en fait, de l'oisiveté, de comment on l'occupe, etc. Donc c'est difficile. Pour moi, c'est pour ça que j'aime bien la science-fiction, parce que dans la science-fiction, t'as des gens qui ont fait l'effort un peu de se projeter justement dans des organisations qui ont rien à voir, mais dans le réel c'est difficile d'avoir la même qualité d'abstraction. Ouais, c'est clair. Après je trouve quand même qu'on a des exemples, beaucoup plus d'exemples aujourd'hui aussi de vieillir et d'être toujours important, toujours de créer, d'être là. Par exemple, si je prends le cinéma qui est une de mes passions, hein, y a énormément de réalisateurs qui ont plus de 70 ans, que j'admire énormément, qui font toujours des films, toi, Spielberg, Scorsese, les vieux de la vieille. Ils sont toujours là, ils vont sortir un film tous les 3-4 ans, sachant que c'est quand même une épreuve physique et cognitive, quoi, de faire ça, de créer des œuvres d'art, des artistes peintres ou autres, des musiciens, ou même des gens qui font encore du sport,
des âges très élevés, ce qui nous montre bien que l'archétype un petit peu de la vieillesse où on est malade et on reste chez soi et on regarde la télé n'est pas forcément le seul chemin, quoi. Il faut un petit peu ouvrir son esprit à d'autres possibilités. Si en plus la société, les différentes techniques nous permettent de vieillir mieux et en bonne santé, il n'y a aucune raison qu'on soit... Ouais, bah c'est ça. C'est comme moi, en France, comment il s'appelle, t'as Michel Drucker. Tu vois, je sais plus quel âge il a. Ah oui, il a plus de 80 ans. Et il est toujours là. Il est toujours présentateur télé, quoi. Donc, et il est toujours aussi populaire. Et finalement, c'est intéressant parce qu'il donne, il montre que c'est possible, quoi. Oui, voilà. Et donc il fédère, tu vois, il fédère des gens en montrant que c'est possible. Et en fait, les gens s'en foutent de son âge. À part ses détracteurs qui disent bah bon, il serait temps qu'il raccroche, mais les gens s'en foutent, tu vois. Ils l'aiment bien parce que c'est Michel Drucker. Ils l'aiment pas parce que c'est Michel Drucker et qu'il a 85 ans. Et c'est ça en fait pour moi l'enjeu principal d'avenir sur la longévité, c'est de plus considérer l'âge comme, de plus considérer l'âge. De plus considérer quelqu'un en fait à travers le filtre de ses limitations supposées. Tu vois, quelqu'un qui est vieux, tu le disais, un réalisateur qui est vieux, un écrivain qui est vieux, un sportif, un présentateur télé, en fait, le fait qu'il soit vieux a pas d'incidence sur ce qu'il est. Quelqu'un qui a un handicap, non plus. Bien sûr, oui. Et voilà, et tant qu'on est bloqué là-dessus, tant qu'on est bloqué sur le handicap, tant qu'on est bloqué sur l'âge, on a une vision, une distorsion en fait, parce qu'on va vouloir aider la personne pour un besoin supposé qu'elle a pas vraiment. Dans la silver economy, c'est un des problèmes. Moi, t'as beaucoup de boîtes en fait qui se montent, des startups pour essayer de résoudre des problèmes qui n'existent pas. Simplement parce que les gens, ils ont vu une étude, je sais plus là, typiquement t'as une étude qui circule en ce moment sur l'isolement. Ils ont vu une étude sur l'isolement. Ils disent l'isolement c'est un problème, je vais créer une solution contre l'isolement. Et en fait, certes c'est un problème, mais c'est pas un problème universel et absolu. Donc je pense que c'est important d'essayer d'aller au-delà de l'âge et plutôt d'avoir une approche pour résoudre des problèmes qui sont vraiment des problèmes et pas juste des problèmes inventés simplement parce que tu te dis il est vieux donc il a ce problème et donc je vais l'aider, tu vois. Les gens n'ont pas besoin de toi, quoi. Donc c'est les évolutions sociétales par rapport à la place des gens dans la société, etc. Elles se font sur le temps long. Et l'acceptation de la différence, l'acceptation de l'âge, elle se fait sur le temps long, quoi. Donc c'est vrai que t'aimerais bien que les choses aillent plus vite, que tu sois engagé dans la lutte contre l'exclusion sociale, contre l'isolement ou pour aider l'intégration des migrants. Enfin, à partir du moment où tu es sur ces questions-là, tu te dis ouais, le monde actuel il est révoltant et j'aimerais vraiment que les choses aillent plus vite, mais malheureusement ça se fait pas comme ça. Ça se fait sur le temps long. L'acceptation, tu vois, l'intégration des différentes nationalités dans la population française, tout ce qui est autour de l'immigration, le racisme, etc. C'est des choses qui bougent sur le temps long. Le mariage pour tous en France, bon, déjà, ça s'est pas vraiment passé super bien, mais ça a été possible, parce que voilà, ça faisait un petit moment que le sujet était que la place des LGBT dans la société était discutée et que voilà, ça devenait plus visible et donc il y avait une forme d'acceptation. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment difficile quand t'as un niveau d'engagement sur ces sujets-là, c'est d'accepter que ça va pas se faire du jour au lendemain, il va pas y avoir un déclic et les gens vont pas dire ah ouais non c'est révoltant de l'agisme, c'est révoltant donc on va arrêter de le faire, quoi. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Il faut petit à petit en fait que tu t'y fasses. Et c'est pour ça que c'est des sujets sociétaux. Ça veut dire que tout le monde a son rôle à jouer en fait dans l'évolution. Et t'as des gens qui ont un rôle actif, comme l'État ou les entrepreneurs, les acteurs associatifs, etc. T'as des gens qui ont un rôle passif, c'est tous les citoyens. Et globalement, cette évolution, elle se fait un peu à son rythme, quoi, et pas au rythme forcé qu'on aimerait bien lui donner de temps en temps.